Bonjour tout le monde, je me présente, c'est professeur Boumedden, chef de service à l'EHS Emel Abdelkader, oncologie pédiatrique. Aujourd'hui, on va voir ensemble les masses abdominales de l'enfant et on va insister surtout sur les tumeurs malignes bien sûr. Donc nos objectifs pédagogiques, à la fin du cours, chacun de vous, donc chaque étudiant doit reconnaître une tumeur abdominale chez l'enfant, établir le diagnostic positif, établir le diagnostic étiologique. Il faudra éliminer ce qui n'est pas tumeur et surtout reconnaître les différentes tumeurs malignes de l'enfant, qui est notre sujet du jour. La découverte d'une masse abdominale est une situation très fréquente chez l'enfant. Il peut s'agir, selon l'âge, d'une masse d'origine malformative, d'une masse bénigne ou d'une tumeur maligne. Les circonstances de découverte sont différentes, soit une découverte fortuite lors d'un examen systématique chez un médecin ou découverte par les parents. Soit la tumeur est symptomatique avec augmentation du volume de l'abdomen, les signes de compression, c'est-à-dire une rétention d'urine, une constipation, donc trouble de transit. Soit des signes qui ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire qui n'attirent pas vers l'abdomen, altération de l'état général, la découverte d'une hypertension artérielle ou une fièvre inexpliquée. Donc tous ces signes vous poussent à explorer l'abdomen. Le diagnostic positif, comme toute pathologie, doit passer par une anamnèse qui est très importante. Cette anamnèse doit chercher le mode du début qui est très important. Est-ce que c'est un mode brutal ou progressif insidieux? Et doit préciser les signes d'accompagnement ainsi que la date du début. Donc selon l'évolution chronique ou aiguë, ça nous permet de poser le diagnostic étiologique. Puis l'examen clinique, très important, il doit être soigneux à la recherche d'une tumeur palpable sur un enfant en décubitus dorsal. Premièrement, il doit éliminer l'olive pylorique. On doit éliminer un boudin d'invagination, un globe vésical, un fécalome, un utérus gravide ou une hépatosplénomégalie. L'examen doit préciser les caractères de cette tumeur. Est-ce qu'elle est dure, ferme, fluctuante, douloureuse ou non? Le diagnostic positif, il doit préciser les limites de cette tumeur, son siège par rapport aux 4 cadrans de l'abdomen. Car donc anatomiquement, l'abdomen est divisé en 9 parties. Donc vous avez la partie supérieure en 3 parties, l'hypocondre droit, l'épigastre, l'hypocondre gauche. Ensuite, au milieu, vous avez le flanc droit, le flanc gauche et au milieu, la zone péri-ombilicale. Ensuite, au niveau pelvien, vous avez la fosse iliaque droite, au milieu, la zone suspubienne et à gauche, la fosse iliaque gauche. Et donc, selon la localisation de la tumeur au niveau de ces cadrans, ça vous permettra de déterminer le siège de cette tumeur et son appartenance à un organe précis. Vous avez aussi dans le diagnostic positif le toucher rectal. Le toucher rectal qui doit être effectué, qui permet de palper le pôle inférieur de la masse. Et puis vous avez les signes cliniques révélateurs d'une étiologie. Par exemple, vous constatez une hémihypertrophie corporelle, c'est-à-dire une partie du corps qui est hypertrophiée par rapport à la deuxième moitié. Ou une anéridie, c'est-à-dire l'absence d'iris. Ces anomalies sont retrouvées, par exemple, ils peuvent vous orienter vers une masse rénale, c'est-à-dire le néphroblastome. Le troisième volet pour le diagnostic positif, c'est la radiologie, bien sûr, donc l'imagerie. L'imagerie, elle comporte dans un premier temps un abdomen sans préparation.
de préférence facé-profil, qui permet de situer la tumeur, qui refoule les anses intestinales, contours rénaux parfois visibles, parfois les calcifications qui sont fines et poudreuses, donc en faveur d'une masse d'un neuroblastome, ou ils peuvent être lamellaires ou en coquille en faveur d'un néphroblastome. Actuellement, l'ASP est un examen plus ou moins dépassé et en général, on va directement à l'échographie abdominale et le scanner. L'UIV, c'est-à-dire l'UIV qui permet de préciser si la masse est intrarénale. C'est un examen aussi qui est dépassé actuellement, mais parfois on a besoin pour confirmer dans certaines difficultés étiologiques. Donc, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Il va nous montrer une désorientation pyélocalicielle quand il s'agit d'une masse intrarénale. C'est ce qu'on appelle la masse d'encourbeillement qui est en faveur d'un néphroblastome. Ou bien on peut avoir un rein infiltré, surtout dans les lymphomes non-Hodgkiniens et dans les leucémies. Parfois on peut avoir recours à une cystographie quand il s'agit d'une masse pelvienne. Et sur l'échographie, c'est un examen qui demeure très important, non agressif, et il permet parfois à lui seul le diagnostic. Sinon, vous avez la tomodensitométrie abdominale qui permet de préciser encore plus les dimensions de la masse, ses relations avec les organes de voisinage. Et parfois, on a recours aux opacifications digestives, surtout dans les masses digestives. L'artériographie est indiquée surtout dans les cas de néphroblastomes bilatéraux pour une chirurgie sélective. Comme quatrième examen, vous avez la cytoponction ou ponction biopsie de cette masse. Donc on est obligé de faire soit une cytoponction à l'aiguille simple, surtout par exemple dans les lymphomes non-Hodgkiniens, où la tumeur, on peut rapidement poser le diagnostic sur une cytoponction, ou bien faire des biopsies comme d'autres masses solides comme le neuroblastome, les rhabdomyosarcomes, où la cytoponction ne ramène pas beaucoup de cellules. Pour les examens biologiques, donc vous avez les examens biologiques à visée diagnostic positif, c'est-à-dire c'est des examens qui permettent de vous dire que vous êtes bien devant un syndrome tumoral, une tumeur maligne, comme la lecticodéshydrogénase élevée dans certaines tumeurs malignes, surtout dans les lymphomes non-Hodgkiniens. Certains examens sont à visée diagnostique, par exemple le dosage des catécholamines qui permettent de poser le diagnostic de neuroblastome, le dosage enzymatique comme les bêta-HCG et les alpha-phétoprotéines pour les tumeurs germinales. Certains examens vous permettent un bilan de retentissement rénal ou hépatique. Donc le bilan rénal, le bilan hépatique, le bilan rénal surtout à la recherche d'un syndrome de lisse tumorale, donc une insuffisance rénale fonctionnelle qui vous permet de poser le diagnostic d'une tumeur très friable comme le lymphome non-Hodgkinien. Maintenant, le diagnostic étiologique, comme on l'a dit au début, donc il est pratiquement en fonction de l'âge. Donc, retenez que les tumeurs sont, le diagnostic étiologique, c'est en fonction de l'âge et en fonction de la localisation au niveau des 9 cadrans de l'abdomen. Chez le nouveau-né, on doit toujours évoquer les malformations congénitales qui causent qui sont les plus fréquentes, comme la polykystose rénale, l'hydronéphrose, les kystes solitaires, l'hydrométrocolpose. Les causes tumorales chez le nouveau-né, il peut s'agir de néphroblastome, de neuroblastome. Le neuroblastome, c'est la tumeur qui se trouve à l'âge néonatal, c'est la tumeur la plus fréquente de l'âge néonatal, ainsi que les tératomes qui sont classés dans les tumeurs germinales. Pour les nourrissons et le grand enfant, donc on évoque les tumeurs rétropéritonéales extrarénales. Dans cette catégorie de tumeurs, on évoque en premier le neuroblastome, ou on appelle le sympathoblastome, qui est la tumeur la plus fréquente rétropéritonéale et extrarénale.
C'est une tumeur spécifique à l'enfant. Elle est fréquente de 0 à 5 ans dans 90% des cas. Elle intéresse le tissu sympathique, donc elle peut se localiser partout dans l'organisme, là où il y a du tissu sympathique. La localisation la plus fréquente, c'est abdominale dans 50% des cas. Elle peut être thoracique, cérébrale, osseuse, médulaire. La symptomatologie est variable en fonction de la tumeur primitive et en fonction des métastases, souvent fréquentes dès le diagnostic. Pour le neuroblastome, donc parfois, il est métastatique dans 60% des cas, c'est-à-dire dès l'admission, l'enfant est déjà métastatique. Et dans 40% des cas, il s'agit d'une tumeur isolée abdominale. Donc vous avez les douleurs osseuses, l'altération de l'état général qui signe déjà la métastase de cette tumeur. Vous avez le syndrome de Hutchinson qui est caractérisé par des ecchymoses périorbitaires spontanées et qui signe l'extension aux os oculaires du neuroblastome. Et vous avez la fameuse tumeur en sablier, c'est-à-dire il s'agit d'une tumeur abdominale rétropéritonéale qui donne une extension vers le canal rachidien, c'est ce qu'on appelle les tumeurs en sablier. Et donc le diagnostic, il repose sur les données radiologiques. Donc on a dit sur une écho abdominale, elle va vous visualiser une masse rétropéritonéale avec des calcifications poudreuses. Au niveau thoracique, il peut s'agir d'une masse médiastinale, surtout postérieure. Pour les données biologiques, donc le neuroblastome est une tumeur chez lequel on peut poser le diagnostic biologique par le dosage des catécholamines, c'est-à-dire l'acide vanylmondélique et l'acide homovanillique ainsi que la dopamine. Pour les données cytogénétiques, donc on a l'amplification du NMYC, le CD44 positif, la ferritilémie quand elle est élevée, elle signe un neuroblastome mauvais répondeur, le VIP qui est le vasoactif intestinal peptide qui est sécrété par certaines tumeurs, certains neuroblastomes et il donne des diarrhées incoercibles qui ne répondent à aucun traitement sauf à l'ablation de la tumeur. Un examen très important dans les neuroblastomes, c'est la scintigraphie à la MIBG. La MIBG, c'est la monoiodobenzyle guanidine. Donc, les cellules du neuroblastome fixent cette substance et donc c'est un examen qui vous permet de confirmer le neuroblastome abdominal et ainsi que de nous donner un diagnostic des métastases, donc un bilan d'extension. Et bien sûr, vous avez les données anatomopathologiques, donc soit par cytoponction cell qui va vous montrer des cellules en rosette, donc c'est des tumeurs à cellules rondes en rosette, ou bien par microbiopsie. Bien sûr, le traitement du neuroblastome, il tient compte en fonction de l'âge et du stade. Donc il associe souvent des antimitotiques cytostatiques comme les sels de platine, la VP16, les alkylants comme le cyclophosphamide et les anthracyclines comme la doxorubicine. Bien sûr, le pronostic quand le neuroblastome est métastatique et plus d'un an, il est mauvais par rapport au neuroblastome localisé et surtout il est de bon pronostic quand il survient chez un enfant de moins d'un an. Donc, pour le diagnostic du neuroblastome repose sur les données radiologiques. Donc, on a dit donc là on voit une masse rétropéritonéale avec des calcifications poudreuses, paravertébrale gauche s'infiltrant autour de l'aorte abdominale. Donc voilà, vous avez une masse rétropéritonéale paravertébrale et qui engaine l'aorte abdominale dans une partie, ce qui rend cette masse, ce qui rend le neuroblastome parfois inopérable à cause de cet engainement
vasculaire. Comme deuxième tumeur rétropéritonéale, on a le corticosurrénalome. Donc le corticosurrénalome, c'est une tumeur de la corticosurrénale qui est beaucoup moins fréquente que le neuroblastome. Elle peut donner une symptomatologie endocrinienne, donc soit des signes de virilisation, un syndrome de Cushing, une puberté précoce. Donc c'est une masse palpable souvent. Le pronostic en relation avec le poids et le volume de la tumeur. Le diagnostic histologique est très délicat, car c'est une tumeur qui peut être bénigne ou maligne. Et donc, c'est pour ça le traitement est chirurgical. Donc, c'est la chirurgie c'est un temps essentiel dans le traitement du corticosurrénalome, plus ou moins radiothérapie et chimiothérapie. Comme troisième tumeur rétropéritonéale extrarénale, on a le phéochromocytome. Le phéochromocytome aussi, c'est une tumeur plus rare. Elle est bénigne dans la majorité des cas. Souvent, elle s'associe avec une hypertension artérielle. Elle est rarement palpable. Le diagnostic biologique, on a des catécholamines qui peuvent être élevées et le traitement est chirurgical. L'HTA qui accompagne le phéochromocytome, c'est un signe révélateur et qui ne se normalise à aucun traitement sauf la chirurgie. Et donc, elle nécessite une surveillance prolongée après chirurgie car il y a le risque de rechute locale. Les tumeurs germinales non séminémateuses, elles sont localisées en rétropéritonéale moins fréquentes que médiastinale et sacro-coccygienne. Le diagnostic, la radiologie et surtout l'anapathe ainsi que le dosage des bêta-ACG et les alpha-phétoprotéines lorsque la masse est sécrétante. On peut avoir un dosage négatif de ces deux enzymes alors qu'il s'agit d'une tumeur germinale, donc d'où l'intérêt de l'anapathe, soit par cytoponction, soit par des microbiopsies. Et donc le traitement, il comporte 3 volets. La chimiothérapie première si la masse est volumineuse pour réduire la masse et permettre une chirurgie, une bonne chirurgie. Et la chirurgie et puis plus ou moins la radiothérapie en fonction s'il y a résidu ou pas. Maintenant, ça c'était les tumeurs rétropéritonéales extrarénales. Maintenant, les tumeurs rétropéritonéales intrarénales, donc on a le néphroblastome ou ce qu'on appelle la tumeur de Wilms, parce que c'est M. Wilms qui l'a découverte. Donc c'est une tumeur rénale spécifique à l'enfant. Elle est très rare chez l'adulte, elle est très rare après l'âge de 6 ans. Donc elle se développe à partir du parenchyme rénal. La clinique est pauvre, en dehors de la masse palpable au niveau du flanc droit ou gauche. Le diagnostic est radiologique. Il n'y a pas de signe biologique spécifique comme le neuroblastome. Donc il n'y a pas d'enzyme, il n'y a pas de catécholamine qui nous permettent de dire qu'il s'agit d'un néphroblastome. Les métastases les plus fréquentes sont pulmonaires et hépatiques. Bien sûr, dans le néphroblastome, on peut avoir certaines malformations, comme on l'a dit au début du cours, comme l'héméhypertrophie, l'anérédie, qui peuvent, ou certaines malformations urogénitales, qui peuvent nous orienter vers le néphroblastome. Le traitement associe une chimiothérapie réductrice préopératoire, plus une chirurgie obligatoire qui va emporter et la masse et le rein. Et puis, la radiothérapie, elle est indiquée en fonction du stade. Dans les stades 1 et 2, on ne donne pas de radiothérapie. Dans les stades 3, avec atteinte ganglionnaire, on continue par une radiothérapie en plus de la chimiothérapie post-op. Le pronostic en fonction du stade et de l'histologie. Si l'histologie est favorable et le stade est localisé, il n'y a pas de métastase, on a un bon pronostic par rapport au stade métastatique et aux histologies défavorables. Pardon. Et donc là, vous voyez un néphroblastome du rein droit. Donc voilà, c'est une tumeur qui est encapsulée, qui est bien ronde par rapport au neuroblastome.
et en général, elles n'en gagnent pas les gros vaisseaux de l'abdomen. Les autres tumeurs intrarénales, on a l'épithélioma à cellules claires. Il est rare, le diagnostic échographique, et en général, c'est l'apanage du sujet adulte, donc, ou de l'adolescent entre 14 et 16 ans. Le traitement est chirurgical. On a les reins leucémiques ou lymphomateux, c'est-à-dire c'est des reins infiltrés par des cellules, par des blastes, et non pas tumeur rénale. On a les kystes rénaux uniques ou multiples. Souvent, ils constituent le diagnostic différentiel avec le néphroblastome. Et là, le traitement est chirurgical et bien sûr vérification par étude anapathe. Là, on a une image d'une polykystose rénale. Vous voyez les travées. Donc, c'est des polykystoses, des kystes séparés par des travées opaques. Et donc, c'est l'image d'une polykystose rénale qui peut prêter différence avec le néphroblastome. Maintenant, les tumeurs intrapéritonéales. Le diagnostic le plus fréquent dans les tumeurs intrapéritonéales, c'est le lymphome malin non-Hodgkinien. Donc, c'est une tumeur du tissu lymphoïde dont la localisation abdominale est plus fréquente, mais elle peut être localisée au niveau ganglionnaire ou au niveau médiastinal. Alors, la clinique par rapport aux tumeurs rétropéritonéales, c'est une progression rapide. Elle est très bruyante. En une semaine, donc les parents vous disent que l'abdomen a pris du volume, donc, et qui s'accompagne d'une altération de l'état général avec des marqueurs tumoraux très élevés, surtout la LDH. Et puis le diagnostic par cytoponction est très aisé. Il suffit de ponctionner l'acide ou de ponctionner la masse. L'anatomopathologiste vous répond rapidement pour le diagnostic parce que le liquide d'acide ou la masse est très friable, donc on a beaucoup de cellules et on peut même faire l'étude immunologique sur la tumeur. Parfois, dans de rares cas, on va à l'histologie, surtout dans les tumeurs, dans les lymphomes malins non-Hodgkiniens, à localisation iléocécale, qui sont petites et qui, en général, le signe d'appel, il s'agit d'une occlusion, et donc à la chirurgie, on découvre qu'il s'agit d'une masse, et là l'étude anapathe vous confirme le lymphome malin non-Hodgkinien. Vous avez dans les lymphomes 3 types histologiques. On a le lymphome de Burkitt qui est très fréquent au niveau du bassin méditerranéen. Donc c'est une forme très rapide de progression très rapide. Vous avez le lymphome lymphoblastique et on a le lymphome à grandes cellules. Et donc, le traitement des lymphomes non-Hodgkiniens, en général, c'est la chimiothérapie. C'est une tumeur qui est très sensible à la chimiothérapie et on a rarement recours à la chirurgie ou à la radiothérapie. Souvent, elle est de bon pronostic lorsqu'elle n'est pas métastatique, car le lymphome malin non-Hodgkinien, il peut être métastatique surtout en neuroméningée. Il peut donner une atteinte hématopoïétique. Et il peut y avoir une extension au niveau médiastinal. Donc, quand la masse est localisée au niveau abdominal et est prise à temps, en général, le pronostic est bon. Les autres tumeurs intrapéritonéales, on a certaines localisations du neuroblastome qui sont intra-abdominales mais qui sont rares. On a la maladie d'Hodgkin à localisation abdominale. Là, il s'agit plutôt d'un magma d'adénopathie qui conflue en une masse, et donc on le prend pour une masse abdominale. Et là, c'est la cytoponction et souvent la biopsie qui redresse le diagnostic d'une maladie d'Hodgkin. Vous avez comme tumeur bénigne les duplications digestives. Donc, on a dit au début qu'il peut s'agir de fausses tumeurs, de malformations. La duplication digestive est une malformation qui est souvent découverte dès le jeune âge, dès l'âge nouveau-né nourrisson, mais parfois,
Quand elle n'est pas complète, quand la duplication n'est pas complète, elle peut être révélée plus ou moins tardivement. Vous avez les tumeurs du pancréas. Les tumeurs primitives du pancréas sont très rares chez l'enfant. Souvent chez l'enfant, on a des métastases pancréatiques et notamment le neuroblastome qui peut donner des métastases du pancréas. Vous avez les tumeurs hépatiques, donc c'est une entité à part qui atteint plus le nourrisson et parfois le grand enfant, c'est l'hépatoblastome. Donc c'est une masse du jeune nourrisson qui intéresse une partie ou tout le foie. Le diagnostic repose sur l'imagerie bien sûr qui montre l'atteinte hépatique et puis vous avez la cytoponction de la tumeur hépatique et surtout vous avez l'élévation des alpha-fetoprotéines. Le traitement c'est la chimiothérapie, ensuite la chirurgie selon le protocole Siopel qui associe les sels de platine avec les anthracyclines et les alkyles. Parfois, lorsqu'il y a atteinte de tout le foie, normalement, c'est l'indication d'emblée de la transplantation hépatique. Là, vous avez une coupe sagittale d'un examen scanner qui montre un foie nodulaire. Voilà, vous avez là le rein droit et vous avez le foie nodulaire. Et donc le pronostic de l'hépatoblastome, c'est en fonction, même le stade, c'est en fonction de l'atteinte au niveau hépatique. Soit c'est tout le foie, donc c'est un stade 4, soit il s'agit du milieu, donc c'est un stade 3, ou si la masse atteint les deux pôles hépatiques, ils sont séparés et n'atteint pas le île hépatique, donc c'est des tumeurs stade 1 et 2. Pour les autres tumeurs intrapéritonéales, vous avez les tumeurs de l'ovaire, surtout chez les adolescentes, chez les filles. Donc, les tumeurs de l'ovaire, soit le signe d'appel, c'est un abdomen chirurgical, une torsion de l'ovaire, et c'est souvent c'est le mode révélateur. Et donc, la patiente est opérée en urgence et on découvre qu'il s'agit d'une tumeur de l'ovaire. Souvent, parfois, c'est une simple douleur au niveau pelvien. Et donc là, c'est la cytoponction de la masse et surtout le dosage des bêta-ACG et des alpha-fetoprotéines. Pour l'histologie, les tumeurs de l'ovaire, il peut s'agir d'une tumeur germinale, d'un tératome, d'un carcinome de plus mauvais pronostic. Et donc les tumeurs de l'ovaire bénéficient aussi soit d'une chirurgie d'emblée suivie d'une chimiothérapie, soit d'une chimiothérapie qui réduit le volume, ensuite la chirurgie, plus ou moins la radiothérapie. En général, le pronostic est plus bon par rapport aux autres masses. Comme autre tumeur, vous avez les rhabdomyosarcomes. Rhabdomyosarcome, comme son nom l'indique, c'est des tumeurs qui se développent à partir du tissu mésenchymateux, c'est-à-dire au niveau des muscles. Donc cette tumeur, normalement, elle peut se trouver, elle peut suivre tous les muscles du corps et donc elle peut siéger au niveau de l'abdomen et surtout au niveau du muscle détrusor de la vessie. Et donc, il n'y a aucun examen biologique qui nous permet de confirmer cette masse. Il y a l'imagerie, la localisation, et puis il y a les microbiopsies, ou carrément, si on opère d'emblée et on fait l'étude histologique qui nous permet de poser le diagnostic. Le pronostic de cette tumeur, c'est en fonction de la localisation. Par exemple, pour les tumeurs à localisation vésicale, le pronostic fonctionnel est mis en jeu, c'est-à-dire parfois en opérant, on peut être mutilant et donc il y aura l'abouchement des uretères directement à la peau pour permettre d'enlever toute la masse. Si elle est abdominale, en général, la chirurgie est plus aisée et plus facile et bien sûr, il y a une chimiothérapie pré-op de réduction et une chimiothérapie post-op pour consolider la rémission. Pardon. Donc, en conclusion, les masses abdominales sont des motifs très fréquents en consultation de pédiatrie.
Donc il faut penser devant une douleur abdominale à faire une écho. C'est un examen qui n'est pas nocif et qui nous permet de gagner du temps en constatant qu'il s'agit d'une tumeur. Au lieu de donner des traitements symptomatiques pour des douleurs abdominales avant de demander une échographie simple. Leur diagnostic précoce permet d'améliorer le pronostic qui reste toujours lié à l'étiologie.